Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs et leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Gaël Lavaux, fondateur de GazelTech, une entreprise créée il y a 7 ans avec comme objectif de développer une mobilité durable pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien Gaël travaille sur des voitures beaucoup plus légères et donc beaucoup moins polluantes. Et la particularité de ces voitures, c'est qu'elles peuvent être livrées en kit dans des conteneurs partout dans le monde. Alors on revient sur son parcours, ses grosses galères, ses moments de doute et aussi tous ceux où il a cru en son projet car il fait énormément sens pour lui. Un grand merci à Elodie et Coralie du réseau Entreprendre Aquitaine avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger et qui m'ont proposé le profil de Gaël, ancien lauréat du réseau Entreprendre. Et avant de vous laisser écouter cet échange passionnant, je vous invite à mettre une ou encore mieux 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au Pompon, puis à liker, commenter et partager les posts du Pompon, afin qu'il soit connu par le plus grand nombre. La réussite du podcast se fait aussi et surtout grâce à vous. Le message étant passé, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Gaël. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à mon invitation, je suis hyper content de te recevoir. Avec grand plaisir, ravi d'être là aussi. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je suis Gaël Lavaux, le fondateur de GazelTech, qui est une entreprise qui fait des véhicules qui consomment 2 fois moins et qu'on peut assembler localement. Ok. Voilà, parfait. et bon alors ça c'est très orienté pro. Après je suis un passionné de sport, j'aime les gens, j'aime le voyage, j'aime beaucoup de choses. Ok, bah super, cool, on y reviendra. Donc ouais, l'idée, comme je te disais, c'est de voir ton parcours un petit peu et comprendre comment t'en es arrivé jusqu'à GazelTech. Ça fait à peu près 6 ans maintenant, c'est ça, hein 7 ans, ouais. 7 ans, ok, ça marche, j'avais noté 2014. Bah parfait. Et t'as fait l'école centrale de Lyon ? Tout à fait, c'est ça. J'ai commencé, en fait, j'ai fait le parcours très classique, prépa, concours, et puis du coup, je suis rentré à Centrale Lyon. Avec donc là, j'y ai passé 3 ans, enfin 4 en fait, puisque j'ai fait une année de césure où j'ai pu travailler pendant 6 mois. En fait, c'est marrant parce que j'étais parti très autant j'aimais la technique, mais j'étais très intéressé par tout ce qui était on va dire gestion de projet, qualité et tout ça qui viennent en support de tout ce qui est développement. Et donc du coup, je m'étais dit que j'allais partir dans ces trucs-là et au bout de ces 2 expériences de chef de projet qualité et puis de chef de projet en bureau d'études, moi je me suis dit que la technique me manquait. Et du coup, quand je suis revenu à l'école, j'ai fait un DEA en même temps que ma dernière année, de façon à pouvoir ensuite me lancer en thèse. Donc j'ai fait également une thèse suite à l'école centrale de Lyon, qui était une thèse CIFRE chez Renault sur l'optimisation des véhicules en crash. Ok. Voilà. Ça veut dire quoi, l'optimisation des véhicules en crash ? Être sûr qu'ils se défoncent pas dans tous les sens, c'est ça ? Exactement, c'est comment l'alléger, typiquement, puisque le poids, tout le monde travaille dessus, comment alléger les véhicules tout en conservant leur sécurité. Ok, d'accord. Et donc, c'est tout un travail, et il y a tout un tas d'outils de dernière génération qui sont en fait un mix
d'outils mathématiques qui vont quelque part remplacer le concepteur, parce que quand il y a plein de paramètres sur une voiture, il y a des milliers de paramètres de forme, d'épaisseur, de matériaux et tout ça, et au-delà de 10 paramètres, l'esprit humain a du mal à vraiment comprendre ce qui se passe, et du coup on utilise des algorithmes mathématiques qui permettent de comprendre ça et d'orienter le concepteur dans la recherche de solutions. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on a mis en place chez Renault sur l'allègement donc des châssis, de la Mégane 2, de la Laguna 3, et à chaque fois on gagnait 25% de masse. C'est énorme, juste en utilisant ces outils. Et donc ça a été vraiment comment dire, une révélation pour l'ingénierie de Renault, qui a du coup déployé ces méthodes sur tous les nouveaux projets de véhicules, et qui en a même, puisqu'on travaillait également sur comment prendre en compte la variabilité, enfin améliorer la représentativité des modèles de simulation, c'est-à-dire en gros sur un ordinateur on arrive à savoir exactement comment une voiture va se déformer quand elle rentre dans un mur. Et ben on arrivait à être tellement prédictif qu'ils ont même supprimé des vagues de prototypes en cours de développement, et du coup économisé à la fois du temps et beaucoup d'argent. J'imagine. Voilà, donc ça a été le début, et donc une thèse à la croisée des mathématiques et de la physique. Et puis ensuite ça a tellement bien marché qu'ils m'ont embauché pour faire la même chose sur les moteurs de Renault et Renault F1. Ok, voilà. ah ouais. Donc tu passais du châssis au moteur, quoi. Exactement, c'est ça. Et du coup, ça m'a permis de découvrir aussi cet aspect-là. Et voilà. Et puis c'est vrai qu'au bout d'une dizaine d'années, j'étais très content de ce que j'avais fait, mais j'ai le côté un peu j'ai un côté assez manuel, et c'est vrai que ça me manquait de pas toucher, de pas voir la matière, de pas être sur les prototypes et tout ça, puisque c'était purement de la simulation. Et donc du coup j'ai décidé de quitter Renault pour aller chez un petit constructeur qui s'appelle Goupil Industries, qui est à côté de Agen, dont j'avais absolument pas connaissance avant d'y aller. Et en fait c'est le leader européen de l'utilitaire électrique. Donc ils font tous les petits véhicules pour l'entretien des parcs et jardins, le ramassage des poubelles et tout ça, beaucoup pour les collectivités. Et donc là-bas, je suis arrivé pour développer le premier moteur hybride français qui a été homologué et mis en production sur le G5, qui était un nouveau véhicule. Donc ça a duré à peu près 2 ans, et puis ensuite je suis devenu chef de projet véhicule sur le G5 dans son homologation en vraie voiture, puisque jusqu'à présent c'était des quadricycles, c'est-à-dire que c'est des voitures qui passent pas les crash tests, qui vont pas sur les autoroutes, qui roulent moins vite, qui sont limitées en puissance et tout ça, comme les voiturettes, comme ce qu'on peut voir effectivement. Voilà. Et du coup là l'objectif c'était de passer en vraie homologation sur le G5 et sur le G3, et donc j'ai homologué 2 véhicules chez Goupil. Ok, voilà. Génial. Et ce qui était hallucinant, c'était que en gros chez Renault, alors on a appris à hyper bien travailler avec les derniers outils qu'on retrouve maintenant en fait sur le marché 15 ans après de ce qu'on faisait à la direction de la recherche de Renault. Mais par contre, pour développer un véhicule, il fallait 1500 personnes à peu près sur un projet véhicule. Et puis voilà, je me disais, avant d'avoir cette responsabilité-là, il me faudrait peut-être 20 ou 30 ans pour c'est ça. en haut de la pyramide. Et là, on était 5, et avec un budget microscopique, et donc on a réussi à développer un véhicule qui a été homologué et qui avait le droit de rouler sur la route. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, il y a peut-être moyen de faire des choses un peu différemment, et donc d'aller plus à l'essentiel et de revenir vers des choses un petit peu plus simples peut-être, et d'avoir du coup beaucoup plus de flexibilité que ce qu'il peut y avoir dans les grands constructeurs. Ok. Alors avant d'arriver, parce que là t'enchaînes déjà sur Gazeltech. Avant d'arriver à Gazeltech, sinon tu vas trop vite, après j'oublie mes questions. D'où ça t'est venu en fait cette envie aussi, parce que t'es allé chez Renault, mais cette envie d'aller travailler, ça a déjà un aspect hyper écologique au final, écologique pour le coup, et je crois que t'es très attaché à ça aussi. D'où ça t'est venu? Est-ce que c'est déjà tout petit, t'as compris ça, ou est-ce que c'est arrivé pendant tes études? Alors il y a effectivement c'est c'est une longue histoire dans le sens où alors mes parents sont très sensibles à ça, et du coup nous ont pas mal orientés là-dessus, et élevés dans le respect de la nature, et dans l'idée que il fallait faire en sorte que et des gens également c'est bien aussi. Ça peut être pas mal. Et donc du coup c'est vrai que c'était quelque chose
C'est pas forcément quelque chose auquel je pensais quand je me suis lancé professionnellement. Par contre, il y a une histoire assez rigolote, c'est que typiquement mon père est c'est pas du tout son activité professionnelle puisqu'il était plutôt dans la médecine, mais c'était un grand bricoleur, donc il bricolait des maisons, il bricolait des voitures et ainsi de suite. Et notamment, j'ai eu la chance de faire avec lui une réplique de Lotus 7 quand j'avais 15 ans à peu près dans son garage. Donc c'était une voiture en kit qu'on avait montée, c'était très rigolo. Et ce qui est vraiment rigolo avec le recul, c'est que la Lotus 7, c'est la voiture qui a révolutionné le monde de la compétition dans les années 70 par sa légèreté. Et en fait, ils allaient chercher de la performance, notamment dans les courses de côte et tout ça, grâce à la légèreté, en comparaison et avec un rapport poids-puissance hyper intéressant. Ouais. Et bon, ça, moi, c'est vrai que la voiture était sympa à conduire, mais enfin, il y avait pas non plus, j'étais pas hyper sensible à ça. Et c'est marrant. 20 ans après, de se retrouver à faire des voitures qui se distinguent par leur légèreté et pour être écologique, quoi. Okay. Donc voilà, donc ça c'était la première, on va dire, contact avec le monde automobile. Après une conscience écolo et qui s'est accrue progressivement. Mais voilà, quand je me suis lancé, en fait, je suis parti dans l'automobile par hasard parce que mon directeur de spécialité de dernière année d'école, en gros, m'a proposé une thèse chez Renault. Mais en fait, j'étais hasard des choses, quoi. à la base, j'étais pas du tout spécialement attiré par l'automobile. L'automobile, pourquoi pas, mais l'aéro aussi, et puis tout un tas d'autres trucs. Voilà. Donc, et on voit aujourd'hui, tu parles d'aéro, mais aujourd'hui, si je ne m'abuse, il y a un lien entre les deux qui a été fait. Et oui, du coup, c'est vrai qu'on tire pas mal de choses de l'aéro et qu'on fait des passerelles vers l'automobile. Parfait. Et tu parlais d'hybride. Est-ce que tu peux préciser exactement ce que c'est que l'hybride? Oui, alors un moteur hybride, ça veut dire qu'il y a plusieurs sources d'énergie. Et donc, soit on peut utiliser l'une, soit on peut utiliser l'autre, soit on peut utiliser les deux, suivant les configurations. Et donc, celui que j'ai développé, moi, c'était un hybride essence électrique. Donc en gros l'électrique pour le centre-ville et l'essence quand il y a besoin d'aller plus loin pour aller chercher l'autonomie. Parce qu'il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. En gros, 1 litre d'essence, c'est 100 kilos de batterie. Ouais. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez aller loin, forcément la batterie c'est pas forcément le bon truc puisque vous allez être obligé d'embarquer énormément de batterie et qui du coup va dépenser plus d'énergie, le véhicule du coup va être plus lourd et donc il va avoir du mal à se mouvoir et donc on va dépenser beaucoup d'énergie. Typiquement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut pas faire un 33 tonnes un camion avec des batteries pour traverser l'Europe. Ça n'a pas de sens parce que en fait la moitié de sa cargaison ce serait des batteries. Ouais. Voilà. Ça fait un peu... Donc voilà, l'hybride peut avoir de l'intérêt dans ce sens-là. Après, il y a tout un tas d'hybridations. Ça peut être électrique solaire, ça peut être, on peut mettre de l'hydrogène, on peut faire plein de choses, quoi. Okay. Donc voilà, hybride, ça veut dire qu'il y a deux sources d'énergie. En fait. Ok, ça marche, merci. C'était pour être sûr, comme ça, on a bien compris le terme. Et donc, tu parlais, t'es arrivé sur Gazeltech aussi, donc tu dis cette envie de flexibilité, c'est ça, et un peu de liberté aussi. Ouais, alors il y avait, alors c'est marrant parce que ça s'est fait un peu par hasard en fait, le basculement dans l'entrepreneuriat. Moi, je pense que j'étais arrivé à un bout, au bout de mon chemin chez Goupil, donc j'ai décidé de quitter Goupil. À ce moment-là, mon épouse reprenait des études sur Bordeaux, donc on est revenu s'installer sur Bordeaux et là je me suis dit devais avoir 35 ans, quelque chose comme ça et je me suis dit c'était monter quelque chose, c'était quelque chose qui quelque part était un peu dans mes fantasmes quoi, mais en même temps j'avais pas vraiment d'idée à ce moment-là, donc du coup je me suis donné le temps d'y réfléchir. Et donc je suis parti en décembre 2013 de chez Goupil et au 1er janvier je me suis posé et j'ai pris le temps, donc j'avais eu la chance d'ouvrir mes droits au chômage, donc ça permet le temps aussi de se poser. Carrément. Et du coup, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, est-ce que tu sais faire de mieux, c'est des voitures, puisque j'avais fait que ça jusque-là. C'est ça que tu fais donc... la colonne avec les plus, les moins. Alors, voiture, je sais faire. Et du coup, je me suis dit, essayons d'apporter notre pierre à l'édifice dans le domaine de la mobilité, pour essayer de faire des voitures un peu plus vertueuses. Ouais. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui,
à peu près 25% de la consommation d'énergie mondiale, c'est la mobilité et les voitures en particulier. Au-delà, en plus important, je crois autour de 40%, c'est le logement. Mais bon, ça, j'y connaissais pas grand-chose. Donc je me suis dit, la mobilité, ça, par contre, je connais bien. C'est pas mal. On va bosser là-dessus. Et puis en fait, je suis parti, revenu un peu à la base. Il y a un chiffre en fait qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les déplacements dans nos déplacements quotidiens, c'est souvent des déplacements urbains, périurbains, donc qui se font à des vitesses limitées. Et donc ensuite, quand on regarde les sources de consommation d'énergie d'un véhicule, il y a plusieurs forces qui s'appliquent sur le véhicule et qu'il faut vaincre pour avancer. Il y a il y a la force de roulement, il y a la force de gravité quand on monte des côtes, il y a la force d'accélération et puis il y a la force aérodynamique. Et sur toutes ces forces, l'aérodynamique, lui, à faible vitesse, est quasiment nul, donc il joue pas. Et toutes ces autres forces sont proportionnelles au poids. Et donc, ce qui fait que les 3/4 de la consommation d'un véhicule en zone urbain, périurbain, est lié au poids. Ouais. Donc, si on veut consommer moins, il faut forcément alléger. Et il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on est 1,2 par voiture, on va dire. On va compter à peu près 80 kilos. Ouais. Et une voiture, son poids moyen, c'est 1,3 tonne. Donc en gros, on dépense de l'énergie pour bouger des voitures et pas des bonhommes. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Si jamais on veut pouvoir continuer à se déplacer dans l'avenir, sachant que le parc automobile mondial est censé doubler dans les 20 ans qui viennent, il y a un moment donné, il va falloir qu'on s'attaque à cette question du poids. Alors, et pourquoi Renault, Peugeot, tout le monde, ils le font pas? Peut-être qu'ils le font. Alors, ils le font. Mais dans la limite de leurs contraintes industrielles. Typiquement, il faut bien comprendre que l'industrie automobile, c'est une industrie qui s'est construite avec l'histoire, qui a une centaine d'années d'existence, un peu plus, et qui s'est toujours construite autour du travail de l'acier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont hyper optimisé ce process. Et typiquement, quand j'ai une voiture, quand je veux développer un nouveau véhicule, je termine le truc. C'est-à-dire qu'ils ont développé un truc hyper optimisé, mais avec des coûts de développement hyper importants. Okay. C'est-à-dire que typiquement, quand ils vont développer cette nouvelle voiture, ils vont être obligés de réutiliser 80% des outillages de la génération d'avant pour avoir un projet rentable. Okay. Ouais. Donc ça veut dire qu'en gros, je ne peux faire que des petites évolutions sur ce que je sais déjà faire. Ouais. Et donc ça, c'est un des principaux freins. L'autre frein, il est essentiellement dans les connaissances, puisque du coup, la connaissance sur l'acier en lui-même est extraordinaire, et on sait le travailler sous toutes ses formes et le faire évoluer et tout ça. Et sur les matériaux composites, cette culture-là n'existe pas dans les ingénieries des constructeurs. Donc typiquement, on a constitué un comité stratégique dans lequel il y a Pierre Bezit, qui est ancien directeur de la recherche de Renault, qui à son temps a essayé de mettre en place, de faire monter le composite chez Renault, et il s'est cassé les dents. Okay. Pour ces deux raisons, à la fois liées aux investissements et au savoir-faire interne, et au conservatisme quelque part des dirigeants de cette société, quoi. Ouais. Entre autres, mais c'est souvent le cas un peu partout. Ouais. Donc voilà, donc c'est en fait une industrie qui est très optimisée, mais qui a tellement poussé l'optimisation qu'elle est s'enfermer dans une niche de savoir-faire qu'elle maîtrise très très bien, et qui leur permet aujourd'hui de sortir des véhicules pour une bouchée de pain comparé à ce que c'était il y a 30 ou 40 ans. Ramené au revenu des ménages, le prix de l'automobile ne cesse de baisser en fait. Ok. Voilà. Donc on est arrivé sauf que l'acier a énormément de qualité, puisque c'est un matériau extrêmement qui peut concentrer beaucoup de contraintes, qui prend beaucoup d'efforts, mais par contre qui a l'inconvénient de ses avantages, c'est qu'il est lourd. Et donc du coup effectivement, si on voulait faire les choses différemment et aller vers des véhicules plus vertueux et qui consomment moins d'énergie, il y avait on a choisi cette voie d'essayer de faire une rupture technologique en passant du côté des composites, sachant que certains constructeurs y travaillent, mais aujourd'hui ils travaillent tous avec de la fibre de carbone qui est relativement chère et qui du coup limite son champ d'application aux véhicules d'exception type Bugatti, Ferrari, compagnie.
Effectivement. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une solution. C'est pour ça que notre slogan, c'est mobilité durable pour tous, parce qu'on veut avoir une solution qui soit en lien avec et en ligne avec les attentes et pour pouvoir faire des véhicules accessibles à tout le monde. Ok, ça marche. Voilà. Parce que faire des trucs qui consomment rien pour une petite élite, pour 0,1% de la population, voilà, ça n'a pas d'impact. Ok, ça marche. Et je t'avais coupé, t'étais en train de... Et je sais plus ce que je racontais. Voilà. Désolé. Mais si, la question, sinon... Voilà, et donc oui, donc non, parce que effectivement, le déclic, quand tu dis début 2014, quand tu fais un peu l'analyse de tes points forts, tes points faibles, qu'est-ce que tu sais faire, etc. Qu'est-ce qui fait que tu dis, ok, go for it, j'y vais, je me lance, et surtout, moi, je me mets à ta place et je me dis, en gros, t'attaques une industrie où t'as quand même des gros poids lourds. Hein, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et comment... Alors, après, peut-être que ton objectif et ton rêve, c'est de remplacer tous les véhicules Peugeot et Renault par des Gazeltech. Bien sûr. évidemment. Mais non, mais qu'est-ce que t'as en tête à ce moment-là, au moment où tu te lances, en fait? Alors, en fait, à ce moment-là, c'est vrai... Alors... c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Je me dis qu'il y a pas forcément grand monde qui travaille sur cet aspect allègement. En France ou dans le monde? Dans le monde, de façon générale. Et même si c'est une thématique mais importante, mais clairement elle n'est pas traitée aux enjeux, enfin comment dire, à la hauteur des enjeux qu'elle représente. À mon goût. Et donc du coup, je me dis, essayons de trouver une solution. Et quand si on trouve une solution, on verra bien comment on la met sur le marché. Alors avec une approche très ingénieure à la base, hein, j'avoue. Mais voilà, mais avec un impact tellement important. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, typiquement, si on peut l'appliquer sur plein de choses, mais aujourd'hui, les coûts d'usage d'un véhicule essence, c'est essentiellement c'est en grosse partie l'essence qu'on met dedans. Donc je me dis, si jamais on divise par 2 la consommation, on peut faire beaucoup d'économies d'énergie et donc de budget, et donc forcément on trouvera des gens intéressés pour nous acheter ce truc-là. Et donc voilà, donc je pars avec l'idée de dire on va essayer de développer cette technologie, trouver un moyen de faire les choses différemment. Et puis ensuite on verra bien comment le mettre sur le marché quand on aura trouvé. Donc une chose après l'autre. Après évidemment il faut monter des business plans pour expliquer aux investisseurs, parce qu'on fait rien sans argent, donc pour avoir de l'argent il faut expliquer comment on va gagner de l'argent. Donc il y a tout cet exercice là qui prend beaucoup de temps, mine de rien, puis de comprendre en fait quelles sont les attentes de ceux qui vont lire ce genre de choses. Donc heureusement j'ai été accompagné, alors j'ai fait un peu tous les incubateurs de la région bordelaise. À l'époque j'étais à l'IRA, l'institut régional, l'incubateur régional d'Aquitaine, qui dépend de la faculté de Bordeaux, et donc voilà, j'étais accompagné pour monter ce premier business plan et essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent. T'as senti dès le début qu'il fallait être accompagné, justement? Alors oui, parce que c'était vraiment compliqué de comprendre en fait ce qui était attendu. Et donc du coup, c'est vrai que assez rapidement, par bouche à oreille, j'ai été mis en relation avec Antoine Briand, qui dirigeait l'incubateur régional d'Aquitaine et qui m'a très gentiment accepté dans leur promotion de m'accompagner pour essayer de formuler un premier business plan et ce que ça pourrait donner. Voilà, donc ça a été une longue ouverture à tout ce qui en fait est pas technique, puisque voilà, tout ce qui touchait le développement d'un véhicule, ça je savais faire, j'avais fait. Et il a fallu apprendre tout ce qui était les prémices du commercial. Donc il y a pas mal de formations dans ces incubateurs qui permettent de toucher du doigt un peu quels sont les enjeux, comment ça fonctionne et tout ça. Tout ce qui est financier aussi, tout ce qui est communication. Et donc en gros tout ce travail, et puis ensuite toute la découverte de l'écosystème qui est quand même assez complexe quand on débarque. On sait, ok, il y a des financeurs, du public, du privé, comment ça marche, comment ils s'articulent, comment on les rencontre. Et tout ça, ça a été une longue découverte qui a amené, qui a pris grosso modo un peu moins d'1 an, quoi. Donc, le temps de monter les business plans et tout ça, et de commencer à réfléchir en parallèle aux premières solutions techniques et à les esquisser, quoi. Donc c'est alors il y en a beaucoup qui se lancent avec des profils complémentaires. Ça, moi j'avais pas cette chance, donc c'est vrai que je suis parti tout seul, un peu la fleur au fusil. Et aucun regret. C'est vrai que je pense que c'est plus facile quand on démarre à plusieurs, parce que
justement on peut avoir des compétences complémentaires et sans doute que la phase d'appropriation de tout cet à côté est plus rapide. Mais voilà, il faut à un moment donné, faut se lancer, faut tenter quoi. Donc voilà. Ouais, carrément. Je suis parti quand même. Moi, tu connais un peu tout maintenant comme ça aussi. Et voilà. Ça permet alors ce qui est. Effectivement, et c'est important, je pense d'avoir alors pas forcément une compréhension précise de tout, mais d'avoir une vision globale un peu de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai cette force-là d'avoir un peu, du coup, été obligé de me débrouiller et de monter mes propres outils. Et voilà, aujourd'hui typiquement, je fais moi-même mes prévisionnels financiers et en fait c'est une grosse liberté comparé à quelqu'un qui va dépendre d'un expert comptable, il va falloir attendre 3 semaines, 1 mois avant qu'il fasse une version. Moi, je fais mes trucs, hop, je modifie en 1 heure, j'ai mes prévisions et du coup, je peux ajuster beaucoup plus rapidement. Effectivement. Et tout le travail, justement, c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qu'on avait fait chez Renault sur l'optimisation. Un des gros travaux qu'on avait fait pour pouvoir optimiser, faut pouvoir tester plusieurs solutions. En fait, c'est ça. C'est comment j'explore l'espace des possibles. Et donc, en amont de tous les incubateurs de Bordeaux. C'est ça. Et donc un des gros travaux, un des prémices à ça, c'est de mettre en place toutes les chaînes qui vont permettre d'explorer ces solutions. Et typiquement, un exemple qui est intéressant, c'est que voilà, sur un moteur de Renault, pour savoir ce qu'il valait à partir du moment où il disait il va être comme ça, il leur fallait 4 mois pour monter, dessiner le truc, passer les simulations, savoir comment il allait se remplir, comment il allait chauffer, comment il allait tout ça. 4 mois. Nous, quand on a fait le travail d'optimisation, la première étape, ça a été de raccourcir et d'automatiser tout ce truc-là. Et nous, il nous fallait 2 heures. Donc ça veut dire que quand l'autre il a une solution en 4 mois, il sait ce que ça fait une, nous on pouvait en faire des milliers. Et donc explorer un espace beaucoup plus grand. Et d'où l'intérêt d'accélérer en fait ces cycles de conception. C'est aussi le principe des méthodes agiles qui disent au lieu de développer un véhicule pendant 5 ans et d'arriver sur le marché et peut-être c'est pas ça qu'il fallait. C'est trop tard, les gars. Et il vaut mieux faire des petites boucles de 3 à 4 mois et faire évoluer son produit, le confronter au public et ainsi de suite. C'est aussi un moyen d'être plus sûr et d'assurer un résultat, quoi. Carrément. Purée, c'est énorme. Je crois que t'es dire 2 jours ou même peut-être 2 mois. Je me suis dit, pour déjà divise par 2, c'est pas mal. Non, un petit peu plus que ça. Okay. Non, on peut faire beaucoup de choses, voilà. Mais en fait, en automatisant des tâches un peu chiantes, et c'est l'avantage du numérique pour ça, quoi. C'est clair. C'est vrai que t'avais cet avantage-là avec le background que t'avais, c'était ce côté automatisation, optimisation aussi. Et quand t'es entrepreneur, c'est quand même utile. C'est ça. Ça peut servir. Ok, donc tu dis que tu t'es avec cet incubateur là. Oui. Après, comment ça se passe? Alors je sais plus, c'est en 2015 que t'as le premier prototype qui arrive, c'est ça? 2014, en gros toute la phase un peu de structuration, tout ça. Et puis là, il faut commencer à chercher de l'argent. Donc maintenant, je suis à peu près prêt. J'ai un business plan qui tient à peu près la route. et du coup, je me lance et je commence à aller présenter les innovations auxquelles j'ai pensé. Et d'ailleurs, la première innovation à ce moment-là, c'était un moteur hybride. Et puis je commence à aller voir les financeurs. Et qui me disent c'est très bien, mais vous avez fait des moteurs hybrides chez votre employeur précédent et il y a un risque, même si j'avais déposé un brevet et qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais fait avant, frilosité des investisseurs à s'engager dans un truc potentiellement attaquable. Et d'ailleurs, entre-temps, après, j'ai vu d'autres entrepreneurs qui avaient été attaqués par leurs précédents employeurs et tout ça. Souvent juste pour leur couper l'herbe sous le pied, quoi, et éviter qu'ils montent un concurrent, quoi. Voilà. Et du coup là les investisseurs donc disent niet, on n'ira pas. Ok. Donc je dis bon, ok. Donc c'est quoi le plan B? Plan B, c'est de passer la deuxième innovation qui était l'allègement, qui pour moi demandait tellement de travail que je l'avais relégué en deuxième place parce que l'objectif c'était quand même d'essayer de gagner de l'argent assez rapidement, donc aller avec une solution simple sur le marché rapidement pour pouvoir ensuite développer des vraies innovations en se les autofinançant. Ce plan-là, il marche pas. Donc du coup, je me dis, il faut faire une vraie innovation et probablement j'espère que ça va leur parler et ils vont y aller. Et donc du coup, l'allègement et donc le fait de travailler sur un châssis plus léger en matériaux composites revient en pole position début 2015.
Et début 2015, c'est le moment où en fait on rentre en contact avec l'équipe du projet Ampoule, qui est un projet collaboratif qui a été monté dans la région en vue de présenter un prototype pour le salon ITS World Congress à Bordeaux. Okay. C'est un gros salon international sur les systèmes de transport intelligents qui avait lieu à Bordeaux à ce moment-là, et du coup il fallait montrer qu'il y avait un savoir-faire automobile dans et sur la mobilité à ce moment-là dans la région. Donc un projet collaboratif qui se monte et pour développer un véhicule innovant et tout ça. Et donc on est approché par l'équipe projet de ce projet, et on dit super, c'est peut-être le moment justement d'utiliser ce projet. Eux a priori ils savent pas tout à fait faire les voitures aussi bien que nous. Nous on a une idée mais on voudrait bien la tester, et écoute, on va essayer de tester l'idée. Et donc le deal avec eux, c'est on teste notre idée de châssis en composite sur leur véhicule, et on leur fait leur véhicule. Et donc voilà, opportunité qui arrive à ce moment-là. En plus, pile à ce moment-là, j'avais pris quelques stagiaires du CESI, 5 ingénieurs qui avaient bossé justement sur cet aspect châssis composite et tout ça. Et donc les premiers résultats de simulation qui tombent avec des trucs hyper encourageants. Et là, on dit go, on teste la techno sur le projet Ampoule. Et alors là, on part avec la fleur au fusil, puisque j'avais moi un stagiaire et un sur la partie technique, et puis un stagiaire expérimenté. Il avait une 40aine d'années, donc il reprenait des études d'ingénieur, donc quelqu'un qui était quand même hyper autonome, et sans lui rien n'aurait été possible. Et puis à côté un autre collaborateur qui bossait gratos, plus ou moins, et qui était sur la partie financière. Et donc à tous les trois, on avance et on définit le véhicule tel qu'il doit être, et puis on le fabrique à trois dans un espace qu'on avait loué à Pessac chez Canoë, et donc on fabrique ce premier véhicule avec nos petites mains, en bossant tout l'été comme des débiles pour être au rendez-vous le 5 octobre au Palais des Congrès de Bordeaux. Énorme. Et ça se passe, on y arrive, et avec beaucoup d'huile de coude et beaucoup de voilà, mais on y arrive, et puis avec les collaborations des autres membres du consortium qui participent, qui viennent nous aider à poncer, à faire des trucs génial. Et on sort ce premier proto qui du coup a pas mal de succès, et qui fait également le salon de l'auto de Bruxelles dans l'année qui suit, et voilà. Ok. Donc ça, très belle premier succès, et on se dit là, ça y est, on est passé de l'idée à la preuve de concept, quoi, et on a un premier proto qui roule. On se dit c'est génial, là maintenant les investisseurs forcément ils vont nous suivre, quoi. C'est tout beau, c'est tout rose. C'est pas si simple que ça finalement. Et donc on continue, et alors là du coup suite à cette expérience, donc mon stagiaire technique lui doit trouver du boulot, donc il quitte l'aventure. Moi j'ai pas d'argent pour le payer dans l'immédiat, mais il faut que j'aille en chercher. Et puis celui qui est sur la partie financière me dit c'est super et tout, mais bon, donc lui il avait pensé comme les autres, alors que c'était pas du tout son truc. On est bien dans l'entrepreneuriat. On était à fond dedans, et du coup il me dit c'est super intéressant, je peux continuer à te filer des coups de main, mais pareil, faut que je bosse, faut que je trouve un truc. Donc je me retrouve tout seul avec mon bâton de pèlerin à essayer de dire comment est-ce que je vais pouvoir trouver cet argent. Et donc je commence, et là après avoir fait le tour de la place bordelaise, je me dis les gens ici ils sont pas trop orientés industrie, ils ont un peu du mal à croire qu'on peut y aller, et donc du coup je me dis je vais aller chercher de l'argent ailleurs. Et là je commence à monter à Paris, à faire des concours nationaux et autres, et notamment quand tu dis chercher de l'argent, tu cherchais combien? Alors là on cherchait à peu près 500 000 euros. Oui, quand même. Donc en parallèle là j'étais j'avais dans la région il y avait quand même le réseau Entreprendre dans lequel j'étais dans le processus de sélection pour rentrer sur des prix d'honneur, et puis mais c'était les seuls à me suivre.
il y avait, entre-temps, j'étais rentré dans un autre incubateur, en fait, en co-accompagnant entre le campement à Darwin, ouais. et Bordeaux Techno West, à l'écoparc de Blanquefort. Ouais. Donc j'étais co-accompagné par ces deux structures, et donc je me dis, je vais aller chercher de l'argent au niveau national à Paris sur des investisseurs privés ou autres. Okay. Et donc je commence à faire des concours et tout ça, et là on est sélectionné pour rentrer dans l'accélérateur européen Kick Climate. Ouais. Donc là du coup ça nous donne une certaine crédibilité sur la base. Alors ça c'est parce qu'on a fait un proto, du coup ça paraît crédible à ces gars-là qui du coup nous prennent, et du coup quand on revient à Bordeaux avec ce truc-là, là du coup le fonds d'amorçage Techno West se déclenche et veut bien nous accompagner. Le réseau Entreprendre se déclenche, donc on veut bien nous accompagner également. Et puis on a cet apport de l'EIT Kick Climate, et du coup on arrive à convaincre et des banques aussi pour nous accompagner, et bon an mal an on arrive à récupérer à peu près les 500 000 € qu'il nous faut pour développer notre véhicule, notre premier véhicule, puisque l'autre était dans le cadre du projet collaboratif sur on va dire un concept de véhicule très petit, très urbain et tout ça, mais qui correspondait pas forcément, enfin qui avait un usage très limité, et du coup on voulait aller sur quelque chose d'un peu plus large, quoi. Et tu te sens comment dans toutes ces étapes? Parce que, moi, j'imagine tellement le mec qui va à fond à chaque fois, mais c'est exactement ça pour le coup, parce que tu vas Paris, tu vas essayer de chercher et vendre ton projet auquel tu crois à fond. Hein, c'est ça. Et tu te sens comment aussi bien à ce moment-là que quand t'es en train de poncer dans le garage? Est-ce que tu te dis putain je galère? Enfin il y a un peu de ça j'imagine quand même, mais coûte que coûte de toute façon ça va le faire quoi. Il y a toujours des moments de galère, des moments de doute tout le temps. Enfin tout le temps non, mais par phase quoi. Il y a un moment tu t'es dit allez j'arrête, c'est bon. C'est arrivé. C'est arrivé. Peugeot. C'est ça. C'est arrivé, mais c'est vrai que en fait ce qui m'a toujours permis d'avancer et de pas lâcher en fait, c'est le sens de ce qu'on faisait. Au début, je pensais qu'il y avait un truc à faire. Je vendais du vent en disant regardez, c'est sûr, ça va marcher. Mais j'en savais rien. Et c'est marrant parce que ça a commencé à marcher quand j'ai commencé à arrêter de douter de ce que je leur racontais. Et en même temps, j'avais pas d'éléments objectifs à ce moment-là pour arrêter de douter. Donc c'est juste une question de comment est-ce qu'on présente les choses et avec de la conviction avec laquelle on les présente. Et tu sais comment t'as switché sur ce côté? Alors ouais, il y a eu pas mal de formation justement par Techno West, par le campement, d'accompagnement à la prise de parole, de choses comme ça, et des gens, parce que moi je venais du monde de la technique, donc avec et puis en plus avec une thèse, donc assez en gros, alors ça a été vraiment une transformation. Toute cette première année là pour moi elle a été assez fascinante, parce qu'elle m'a vraiment amené à sortir de mon côté purement technique et à rentrer dans le côté un peu commercial. Et en gros, au début, j'arrivais et je commençais à raconter l'histoire de la conception des véhicules à tous les gars et tous les investisseurs que je croisais. Et ça les saoulait, quoi. Enfin, en 2 minutes, je les avais perdus, c'était terminé. Donc, en fait, il y a eu un énorme travail de simplification du discours pour juste accrocher sur les éléments qui avaient du sens. Et donc tout ça s'est fait par ces formations un peu qui m'ont vraiment fait progresser sur cet aspect-là, pour avoir des arguments à la fois percutants, concis, et sortir un peu de la casquette ingénieur, voire docteur, quoi. Rendre sexy en fait ton projet. C'est ça, exactement. C'est ce que je dis dans les formations, la prise de parole. En fait, rendre sexy, simplifier, que ce soit clair, facile à comprendre par tout le monde. C'est ça. Et il fallait que ta grand-mère puisse comprendre ce que tu fais. Exactement. Et ça va de l'enfant de 5 ans à la grand-mère qui doit comprendre ce que tu fais. Donc voilà. Okay. Donc et ça a été je pense que sur cette première année 2014 et même jusqu'à 2015 en fait, jusqu'à fin 2015, les 2 premières années, là il y a eu effectivement cette
première réalisation du véhicule qui a été assez importante, et puis effectivement on va dire mon cheminement intérieur pour aller vers quelque chose d'un peu plus commercial, quoi. Okay. Et ça a commencé, ça a fait son œuvre, et du coup en mi-2016 je convainc l'EIT Kick Climate, et du coup on trouve et puis en effet cascade on convainc les autres, et donc début 2017 je me trouve en position d'avoir une première levée, et du coup de pouvoir commencer à développer notre véhicule. Donc là, du coup, à force on avait rencontré des gens, et là je monte une équipe. Donc en gros, au début j'étais 0, après on monte à 3, je reviens à 1, ensuite on monte à 5, là avec une équipe, et on part pour développer ce premier véhicule en version essence, puisqu'à l'époque on se dit déjà la technologie marche quel que soit le moteur, mais là où c'est le plus simple, parce que l'électrique a du mal, ne se développe pas non plus de façon extraordinaire, et typiquement ne peut pas aller aujourd'hui ou très peu se développer en Afrique et ailleurs, et comme on veut avoir un impact global, on choisit quelque chose qui est directement accessible à tout le monde. Et donc la motorisation essence, avec l'objectif de faire un véhicule qui fait 3 litres au 100. Et donc on part là-dessus, et donc voilà, on développe ce premier véhicule qui sort en juin 2018 et qui montre donc qu'on sait faire des bagnoles qui ressemblent à quelque chose, et voilà. Voilà un peu le démarrage. Et puis alors là où c'est rigolo, c'est que, enfin rigolo moyennement, mais et c'est que a posteriori. Juin 2018, rebelote, plus de budget. Donc le véhicule est là, mais il faut reprendre le bâton de pèlerin pour aller chercher de l'argent. Et donc là, l'équipe, pareil, me dit, nous, il faut qu'on gagne notre croûte. Donc, on retrouve du job. Mais si jamais tu trouves, on revient et on continuera avec toi et tout ça. Donc, je dis, OK, allez-y, les gars. Alors, certains continuent à donner un peu de leur temps en parallèle de leur activité. Et voilà. Et donc là, je me retrouve tout seul. Donc, là, tu vois, typiquement dans ces moments-là, tu sais que t'as un truc qui marche hyper bien, qui a du sens, qui peut faire économiser énormément d'énergie à travers la planète, qui permet également de créer de l'emploi local, puisqu'on a sur cette première phase en 2017-2018, on a assemblé du coup notre première micro-usine à base de containers aménagés. C'est vrai que ça, on n'a pas encore parlé, ça. Voilà, parce que du coup la technologie de châssis, au lieu d'avoir 300 pièces en acier qu'il faut soubler entre elles et tout ça, on a 10 pièces qu'on peut assembler n'importe où et sans outil en 1 heure. Donc ça veut dire qu'on peut envoyer les véhicules en pièces détachées, les assembler localement, et du coup créer de l'emploi local. Et typiquement, en gros, l'idée, c'est de transformer les concessionnaires en fabricants, en constructeurs de véhicules, pour qu'ils puissent à la fois rénover leur modèle économique, et puis parce qu'ils ont du mal à faire de la vente sur purement de la marge purement sur la vente, et du coup, on leur permet de regagner un peu d'air sur cet aspect-là. Et donc voilà, on a ces micro-usines qui permettent de créer de l'emploi local. Et ça, typiquement, pour les pays émergents, puisque là, entre-temps, j'avais commencé à faire des missions en Afrique et autres pour un peu voir si ça avait de l'écho là-bas, et ça en avait beaucoup. Et donc du coup, voilà, t'as un projet qui a du sens, qui permet de créer des emplois, qui permet d'économiser de l'énergie, et tu te dis c'est sûr que au niveau familial, tu te retrouves sans salaire, t'as des gamins, c'est compliqué, et autant mon épouse m'a toujours soutenu, autant là ça commençait à être un peu long, quoi. Et donc voilà, t'as tout le monde et puis t'as tous les problèmes des emprunts que t'as fait, que t'arrives pas à rembourser, à gérer en parallèle et tout. Mais en fait, ce qui m'a fait tenir, c'est vraiment le sens du projet. Et en fait, je me suis quelque part dit que j'avais pas le droit de laisser tomber. Et du coup, je continue. Je continue, et puis
Du coup, je fais de la com à mort, des concours à droite à gauche. Du coup, on a des belles récompenses. On remporte le prix de l'innovation au mondial de l'auto. On a le MIT Tech Review qui nous désigne comme l'une des 10 startups les plus innovantes en Europe. Ouais. On commence à remporter des prix. Je me dis putain, voilà, je suis pas le seul à y croire, quoi. Ça a du sens, tout le monde. Donc il faut que je continue. Je vais trouver. Puis surtout pas reconnu par n'importe qui, parce que le MIT, voilà, ça pèse dans le game, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Donc on se dit que ça a du sens, quoi, et qu'il faut continuer. Et donc, mais quand même pas débile non plus. C'est-à-dire que si jamais ça marche pas, à un moment donné, il faut que ça puisse s'arrêter. Tu t'étais mis une limite. Et voilà. Et du coup, je me fixe une limite. Okay. Et je me dis, si en juin 2019 j'ai rien, donc on était juin 2018, si dans un an j'ai rien, il faut que j'arrête. Okay. Ce sera pas raisonnable. Et donc voilà. Et donc pendant tout ce temps-là, j'y vais à fond parce que je sais que j'ai un temps limité et qu'il faut que ça marche, quoi. Et en fait, le salut vient, indirectement par tout ce qu'on a fait, parce que du coup, on est contacté par un investisseur et par un créateur qui lui a des financements et qui veut développer un prototype de véhicule électrique solaire et avec un système breveté de bâche qui le recouvre. J'ai vu ça. Tout ça. Et qui nous dit il faut me faire un truc comme ça. Et lui en fait a entendu parler de nous par les médias et par toutes les opérations de com qu'on a fait. Et donc c'est lui qui vient. Donc moi j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais c'est probablement tout ce qu'on a fait en amont qui nous a trouvé, quoi. Et donc moi j'ai l'impression, et lui il arrive mais vraiment en mars. On commence à discuter, on se dit qu'on va faire un truc, et puis on conclut l'augmentation de capital, du coup, puisqu'il investit chez nous pour nous permettre de reprendre notre projet, et en parallèle il nous passe une commande pour réaliser son projet à lui. Okay. Et du coup on conclut tout ça le 28 juin 2019. Donc, à chaque fois, c'est ouf, la vie, quoi. La vie est juste incroyable. C'est ça. Voilà, donc c'est bon, juste avant que je lâche le truc, quoi. Là, 2 à 3 jours près, quoi. C'est ça. C'est dingue. Donc voilà, et du coup c'est reparti pour un tour, et là du coup je rembauche la majorité de l'équipe précédente, plus d'autres qui viennent compléter, et voilà, et du coup on fait son prototype, et puis en parallèle on développe, du coup comme c'était une bâche solaire et tout ça, on développe la version électrique de la Gazelle en parallèle, qu'on sort le proto en janvier dernier. Il était présenté au Festival Automobile International à Paris. Et puis du coup voilà, maintenant on rentre dans la phase, donc c'était son projet en priorité, mais en avançant sur son projet, on avançait également sur le nôtre, puisqu'on développait la chaîne électrique, la chaîne de traction électrique. Et puis là, maintenant qu'on a fini ce projet, on continue notre projet et on avance sur l'homologation donc de cette version électrique. Puisqu'entre temps, on a basculé et on a beaucoup de demandes d'adaptation sur des nouvelles motorisations type solaire, type hydrogène, et donc du coup la plateforme la plus simple à dériver, c'est la version électrique, et donc du coup on part sur l'homologation de cette version. La version essence viendra probablement par la suite. Ok, ça marche. Ça se passe comment, une homologation? Alors une homologation, en gros alors déjà ça se passe faut commencer par en fait l'homologation, c'est simplement une vérification du fait que le véhicule qu'on présente va respecter un ensemble de normes. Donc à la base c'est de lire ces normes. Donc il y a je sais pas combien de pages de normes, mais on doit avoir une quarantaine de règlements à respecter, que ce soit sur l'éclairage, la sécurité, les saillies extérieures, le crash, le freinage, enfin bref, il y a tout un tas de sujets qui doivent être vérifiés pour que le véhicule fonctionne bien, qu'il ne mette pas en danger ceux qui les utilisent et qu'il soit visible et tout ça.
Okay. Et qui, enfin pour le coup, qui le rédige dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est pas le conseil d'administration de Peugeot et de Renault qui rédige ça pour faire en sorte que les ça autres puissent c'est pas y au arriver. niveau européen. Est-ce que mon cerveau est trop... Alors, eux, ils sont évidemment impliqués par lobbying dans les évolutions de normes, mais c'est pas eux directement qui émettent ces normes. Et donc en fait, il y a tout un tas. Et en fait, l'objectif après, c'est de fabriquer des véhicules et d'apporter les preuves qu'on respecte bien chaque point de la norme. Et donc on passe par des laboratoires qui vont réaliser toute une batterie d'essais sur tous les différents points qui doivent être homologués, qui sont spécifiés par les normes. Et derrière, on présente un dossier complet d'homologation qui dit qu'on répond bien à tous les points de la norme au Centre national de réception des véhicules, qui eux vont dire OK, vous pouvez produire ce véhicule en série puisqu'il respecte bien toutes les normes. OK. Voilà. Donc c'est un long processus. Il y a plusieurs mois de tests à réaliser. Il y a plusieurs véhicules à présenter. Donc ça coûte cher et voilà, il faut pas mal d'argent pour financer ça. Ouais. J'imagine. Je suis en train de dans ce que j'avais préparé, j'avais vu qu'en 60 ans le poids d'un véhicule a plus que doublé. Tout à fait, c'est ça. Ce qui paraît hallucinant. Parce que moi dans l'imaginaire c'est avant c'est pas trop, on va mettre des gros blocs et voilà et puis on va évoluer vers quelque chose de plus léger, mais absolument pas en fait. Mais non, parce que en fait ce qui a fait dériver la masse, parce que effectivement il y a 60 ans, en 1950, une Peugeot, une 2 chevaux, ça pesait 550 kilos. Donc du léger on sait faire, on sait encore faire puisqu'une voiturette c'est 450 kilos. Donc on sait faire des trucs légers. Mais par contre, ce qui a évolué, c'est les attentes des consommateurs, que ce soit en termes de sécurité, donc c'est en termes de bruit à l'intérieur du véhicule, et en termes d'équipement, vitres électriques, clim, tous ces trucs-là, ABS, tous les systèmes de sécurité actifs, les airbags, les machins. Et en fait, c'est tout ça, toutes ces attentes consommateurs qui ont qui ont enrichi les véhicules, mais qui ont eu pour effet de les faire dériver en masse. Et donc on a fait énormément de progrès sur les motorisations en parallèle, puisque si on avait les mêmes motorisations qu'à l'époque, on consommerait plutôt 15 litres au 100. Mais aujourd'hui, on est sur des l'ordre de 5-6 litres par 100 km. C'est quand même très efficace, mais on peut faire mieux encore. Voilà. Clairement. Ça pèse combien une gazelle ? Une gazelle aujourd'hui, alors en version essence, on serait autour de 800 kilos, en version électrique autour de 900 kilos. Mais on sait, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens qu'on voudrait, qu'on a quand même une centaine de kilos encore qui se baladent sur le véhicule et qu'on pourrait facilement supprimer. Donc voilà, on va se retrouver, on va dire entre 7 et 800 kilos. Et donc la voiture moyenne c'est 1 tonne 3, et en version électrique, une Zoé typiquement c'est 1 tonne 5 puisqu'il y a 300 kilos de batterie. La petite Zoé là. Ouais, c'est ça. Et une Tesla, c'est plus de 2 tonnes, je crois 2 tonnes 2 ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, tout ça pour dire que on est grosso modo à peu près à la moitié d'un véhicule classique, un peu plus, mais voilà. Et l'idée c'est vraiment de jouer sur ce poids au maximum, quoi. Ouais, c'est ouf pour la Tesla parce que ça a l'air tout léger quand ça se déplace et ça fait pas de bruit. Mais en fait, c'est un paquebot le truc. C'est ça. Et du coup, c'est toujours le rapport poids-puissance qui compte, quoi. Et typiquement, tu vois, la première version qu'on avait fait, donc de la Gazelle essence, on avait mis un petit moteur de 80 chevaux dedans, mais le véhicule fait 800 kilos, et donc en fait, on avait le même rapport poids-puissance qu'un Porsche Macan. Ok. Avec un moteur de 80 chevaux. Et donc voilà, c'est toujours cette idée du rapport entre le poids, la puissance et ce qu'on veut transporter, du coup, pour avoir le sens derrière et combien d'énergie on dépense pour déplacer une personne, qu'il faut regarder, quoi. C'est clair. Alors, j'ai deux choses qui me viennent en tête à la fois. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus ce côté usine mobile et les enjeux à venir aussi, parce qu'on va parler un peu de l'avenir. Mais avant ça, j'ai vu sur un article de 2018 que tu avais fait, je sais plus si c'était dans Sud-Ouest, enfin bref, et tu disais que si tout va bien, nous projetons un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2020.
Alors, je vais pas forcément demander ton chiffre d'affaires, parce que si tu peux me dire, moi je m'en fiche, ça m'est égal. Mais est-ce que tes projections étaient bonnes? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Et mais c'est toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis placé. Et de toute façon, quand tu présentes un projet à un investisseur, tu vas pas lui dire, je vais suspendre le projet pendant 2 ans pour chercher de l'argent. C'est sûr. Donc, en gros, c'est un peu ce qui s'est passé en fait depuis le début. Donc 7 ans à peu près. Au 1er janvier, ça fera 7 ans que GazelTech existe. Ouais. Mais avec 2 ans quasiment initialement pour trouver de l'argent, ensuite 1 an de développement pour le dépenser, ensuite 1 an ou encore on suspend pour retrouver de l'argent, 1 an et demi de développement, et ensuite encore 1 an où il se passe rien. Et là, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est reparti en mode normal. Okay. Donc en gros, on a doublé le temps du projet. Enfin, où sur les 7 ans, il y a 3 ans et demi à peu près de développement et 3 ans et demi de recherche de financement. Ouais. Ok. C'est quand même costaud. Ouais, voilà. Ouais. Et donc tout ça pour dire que toutes ces projections qui ont été faites n'ont pas tenu compte de ces suspensions de ces la recherches R&D d'argent et de l'homologation pour la recherche de financement. Ouais. Donc effectivement, oui, on n'en est pas loin. Par contre, on a dans les tuyaux des choses qui nous font penser que on n'y sera peut-être pas en 2021, mais voilà, mais ça, on y it's sera coming. Bon bah super, j'espère, je croise les doigts. Et donc ouais, ces conteneurs, alors comment ça fonctionne exactement? Est-ce que c'est des conteneurs déjà, moi je me pose la question écologiquement, est-ce que vous les réutilisez par exemple, vous les achetez à MGM, c'est MGM hein? CGM. CGM pardon. CGM ou voilà des conteneurs que vous réutilisez et comment ça fonctionne? Et après effectivement cet enjeu, vous avez déjà des clients à l'étranger? Enfin t'es déjà allé en Afrique? Ça, ouais. On a beaucoup de prospects. On a une dizaine d'investisseurs dans 10 pays à peu près différents, ouais. En Afrique et en Amérique du Sud, qui attendent avec impatience cette homologation, puisque on peut pas fabriquer des véhicules tant qu'ils sont pas homologués, quoi. Ouais. Donc tout le monde est suspendu à cette homologation. Après, c'est sûr que le fait de créer des emplois locaux est un vrai argument aussi bien en France, puisque là on rentre dans un projet de véhicules d'hydrogène en Bretagne, avec notamment une collectivité qui va mettre en place un système de production d'hydrogène, mais également de déployer sur son territoire une micro-usine d'assemblage de véhicules hydrogène, et qui en fait fait de la relocalisation de l'emploi, à la fois de la production d'énergie et des véhicules sur son territoire. Donc excuse-moi, et tu peux expliquer l'hydrogène aussi, parce que pour le coup, enfin moi je le sais pas, donc je me dis si je me pose la question, peut-être que d'autres se la posent. Peut-être code, mais bon, c'est pas grave, au moins comme ça m'enlève le doute. Ok, ouais, pas de problème. Alors peut-être je termine sur la micro-usine et après je passe sur l'hydrogène. Ouais. Le concept de la micro-usine, c'est de créer l'emploi local. En 2 mots, en gros, c'est des containers qu'on envoie, qui sont équipés, en gros, c'est un atelier mobile, et on envoie ensuite des containers de pièces détachées qui vont servir de magasin, et on va prendre les pièces détachées dans le container au fur et à mesure qu'on assemble les véhicules dans la micro-usine, et on peut les sortir. Donc l'avantage, c'est qu'il y a un environnement qui est toujours le même pour assembler les véhicules, et typiquement, nous, notre responsabilité de constructeur, c'est de faire en sorte que tous les véhicules qui vont être produits vont respecter les normes, enfin celui qui a été présenté à l'homologation. Ouais. Et donc il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour assurer la qualité. Donc cette micro-usine nous permet de faire ça. Elle permet également d'installer un outil de production en quelques mois sur un territoire qui n'a rien de ça, un champ, avec une arrivée d'électricité, ça suffit. Typiquement, donc c'est adapté pour les zones rurales, mais également pour les pays émergents qui typiquement sont assez peu industrialisés. Également, ça nous permet de créer de l'emploi local. Alors, on a fait un exercice intéressant pour se dire, ok, on crée de l'emploi local, mais est-ce que ça a vraiment un impact? Donc, on s'est placé dans le cas où l'ensemble des véhicules de la métropole bordelaise seraient, par exemple, des gazelles. Hautement improbable pour l'instant, mais on sait jamais. Et donc c'est à peu près 500 000 véhicules sur la métropole bordelaise, qui sont renouvelés à peu près tous les 10 ans, moyenne d'âge du parc à peu près 10 ans. Donc ça fait à peu près 50 000 véhicules à produire par an. Pour produire ces 50 000 véhicules par an dans nos micro-usines, ça créerait 2000 emplois rien que pour l'assemblage des véhicules sur la métropole.
Donc ça donne un peu une idée déjà du potentiel de création d'emplois qu'il y a dessus. Et si jamais on fait la même chose pour les canapés, les frigos, les machines à laver, les machines à café, tout ce qu'on consomme au quotidien, en fait, on n'aurait plus de problème d'emploi industriel en France. Et donc voilà, c'est un peu ça qu'on cherchait à voir. Et donc c'est ça c'est vraiment ce modèle de production relocalisée qu'on cherche à mettre en avant. Donc ça veut dire que nous, typiquement, on vend pas des véhicules. GazelTech n'a pas pour business model de vendre des véhicules, mais plutôt des usines de véhicules, des pièces détachées et de la formation pour assembler ces véhicules. Et du coup, c'est nos partenaires qui, eux, sont en charge de la commercialisation des véhicules. Et ce côté, mais dans ce cas-là, pérennisation, parce qu'à partir du moment où, je sais pas, enfin, si par exemple t'installes ça dans un village, j'en sais rien, 2000 habitants, une fois que t'as construit 100 véhicules, on va dire. Après, comment cet emploi-là, tu le conserves ou pas? Parce que, est-ce que pour construire ces 100 véhicules, s'il a besoin de 2 ans, la 3e année, il fait quoi? Il répare ceux vendus, les premiers qui ont été vendus, ou comment ça se passe justement parce que c'est bien d'arriver, mais est-ce que c'est du one shot? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr. L'idée, c'est d'installer un outil de production pérenne. Alors après, l'avantage, c'est qu'effectivement, avec ces containers, c'est très flexible. Donc, vous voulez produire une micro-usine, ça fait entre 100 et 200 véhicules par an. Si jamais vous voulez en faire plus, vous rajoutez des micro-usines. Si jamais il y a plus de production, vous pouvez la remporter, la ramener ailleurs. Mais l'idée, c'est pas de la mettre pour 2 mois et de la rembarquer. Et donc ça, après, c'est tout le travail du micro-entrepreneur qui va exploiter la micro-usine et qui va lui être en charge d'aller chercher ses clients. Donc voilà, après c'est tout son travail de commercialisation. Quoi. Ça marche. C'est intéressant parce qu'il a plein de trucs, mais non, c'est très stylé. Sur l'hydrogène. Et donc l'hydrogène, si on y revient effectivement. Alors il y a un gros engouement en ce moment sur l'hydrogène et à mon avis à juste titre, même si un déploiement à grande échelle va prendre encore du temps puisque on est sur des technologies qui sont encore émergentes d'un point de vue industriel, même si elles commencent à être maîtrisées d'un point de vue technique, et que du coup pour diminuer le coût, il faut forcément augmenter les volumes et qu'on continue à investir dans cette R&D. Mais à la base, l'hydrogène est un vecteur d'énergie. C'est pas une source d'énergie, mais par contre, c'est un moyen de la stocker. Et un moyen très intéressant puisque si on le compare aux hydrocarbures, qui est aussi un moyen de stocker cette énergie, le problème des hydrocarbures, c'est qu'on est en train de toutes les bouffer et que dans quelques années, il n'y en aura pas. En plus, elles émettent du CO2 et tout ça, mais le principal problème est aujourd'hui, c'est que là, on arrive à un moment donné où il y en a de moins en moins et il va falloir qu'on trouve quelque chose. Le problème, c'est que pour les régénérer, je crois que c'est plusieurs milliers d'années pour que dans les nappes phréatiques, enfin dans le sol, ça fasse de l'essence, quoi. Enfin du goudron, tout ça. Donc du coup l'intérêt de l'hydrogène, c'est typiquement que entre le moment où tu le prends, tu l'utilises, tu le relâches, son cycle de régénération dans le cycle naturel, c'est 2 ou 3 jours, je crois. Donc ça veut dire que tu le prends, tu l'utilises, tu le relâches, c'est neutre finalement sur le fonctionnement des écosystèmes environnants. Et ça pour moi c'est vraiment un argument massue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un moyen de stocker l'énergie sans utiliser de ressources non renouvelables. Donc après, tout dépend de l'énergie qu'on met dedans, d'où elle vient. Typiquement, si jamais on utilise des éoliennes ou des choses comme ça, ou de l'énergie verte, ou n'importe quelle hydraulique ou autre à stocker dedans, c'est super. Par contre, si jamais vous mettez dans l'hydrogène une énergie qui a été faite à base de charbon, ça a moins de sens. Mais voilà. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir ramené au kilo la même densité d'énergie que l'essence. C'est même un peu plus énergétique que l'essence par kilo. Donc un bon moyen de stocker quand on voit, quand on se rappelle ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que 1 litre d'essence c'est 100 kilos de batterie. Là, 1 kilo d'essence c'est un peu moins d'1 kilo d'hydrogène. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui 1 kilo d'hydrogène à température ambiante c'est 10 mètres cubes. Donc parce que c'est gazeux et que du coup ça prend de la place. Ça prend un peu trop de place. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment on arrive à le stocker. Et donc soit en condensé sous pression à 350 ou 700 bars, soit sous forme combinée dans des hydrures de fer ou des choses comme ça, qui vont permettre de le stocker sans pression et de façon un peu plus compacte. Voilà. Donc il y a tout toute cette idée là il y a plein de choses encore à développer.
Mais par contre, c'est quand même un vecteur d'énergie et un vecteur de stockage d'énergie très intéressant, je pense, pour l'avenir. Ok. Bon, bah, super, Inch'Allah. Voilà. Sur la Gazelle aujourd'hui, j'ai vu que tu avais sorti aussi une sorte de SUV, non, c'est pas ça, 5 places? Eh ben, ça, c'est notre véhicule, effectivement. Ça, c'est le véhicule, c'est okay, un SUV. Alors, c'est une bonne question parce qu'on nous dit toujours, mais pourquoi avoir fait un SUV? Le SUV, ça consomme trop, blablabla, blablabla. Moi, je pars toujours du principe que, les utilisateurs, si jamais le SUV se développe en ce moment, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Donc ça veut dire que typiquement c'est un format qui répond quelque part à un besoin des utilisateurs, que ce soit pour la taille du véhicule, que ce soit pour un sentiment de sécurité, que ce soit pour voilà. Et après il y a sans doute un effet de mode, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, parce que c'est quand même une grande lame de fond qui bouleverse un peu tous les autres segments de marché. Donc voilà. Et quand on met une innovation sur le marché, c'est aussi bien de limiter les freins à son adoption. Donc si on avait fait un ovni avec 4 places superposées, je sais rien, je dis n'importe quoi et tout ça, bah tu te rajoutes des freins pour que les gens adoptent l'innovation. Donc l'idée c'était de s'inscrire, à la fois de répondre à un besoin et de limiter les freins à l'adoption de ce premier véhicule. Et de montrer qu'on pouvait répondre aux besoins des utilisateurs, mais en étant vertueux pour l'environnement. Okay. Donc c'est un SUV effectivement, mais il consomme que très peu d'énergie. Ouais, ok, ça marche super. Et tu l'imagines comment la mobilité, peut-être pas de demain, mais d'après-demain? Alors c'est une très bonne question. Parce que moi, je suis un cycliste, tu vois, par exemple. Et je veux dire, on voit de plus en plus de vélos. Mais est-ce que pour toi, c'est pas terrible d'avoir que des vélos partout sur des courtes distances? Mais moi, je trouve ça très bien. Et moi, je pense qu'on va aller vers de plus en plus vers un éventail de solutions. Typiquement, clairement, une voiture dans un hypercentre. Ville, ça n'a pas beaucoup de sens parce que on manque de place. Où est-ce qu'on les stocke, où est-ce qu'on les gare, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Et puis il y a une offre pléthorique de transports en commun qui fait qu'aujourd'hui, clairement, c'est beaucoup plus efficace de prendre les transports en commun ou des vélos ou des trottinettes, ou ce qu'on veut dans les centres-villes, que la voiture. En revanche, aujourd'hui, ça fait quand même une trentaine d'années que la part modale de la voiture est relativement stable, en fait, malgré tout ce qu'on essaye de faire. Et la voiture représente toujours à peu près 80% des déplacements des Français. Et ça, c'est pas parce que les Français sont des emmerdeurs ou qu'ils veulent tout faire dans leur bagnole et tout ça. C'est simplement que la voiture est beaucoup plus flexible et correspond à un usage. Typiquement, le matin, ou dans une journée, je vais aller amener mon gamin à l'école, ensuite je vais partir au boulot, puis entre midi et 2, je vais peut-être aller faire du sport, puis ensuite je vais revenir travailler, puis ensuite passer faire les courses et puis aller voir un copain et rentrer à la maison. Ok. Donc tous ces trucs-là, il faut une certaine flexibilité et du coup c'est pour ça que des véhicules qui sont assez versatiles et qui permettent de faire tout ça correspondent bien à ça. D'autre part, les moyens de transport en commun sont hyper adaptés et hyper développés dans les centres-villes. Mais pour tout ce qui est périurbain, en fait, ça c'est une grosse partie de la population quand même, parce que tout le monde n'habite pas en centre-ville. Et quand j'habite en banlieue et que je travaille en banlieue, les transports en commun, ils sont beaucoup moins développés. Et trouver un moyen efficace d'aller d'un point A à un point B en banlieue, c'est très compliqué. Et typiquement, si les gens utilisent leur voiture, oui, ça leur coûte plus cher que prendre les transports en commun, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils gagnent du temps. Ouais, clairement. Et aujourd'hui, on a des vies tellement remplies que on peut pas se permettre de perdre 1 heure ou 1 heure et demie de plus en transport par jour dans les transports. Donc, la voiture répond à un certain besoin. Et typiquement, je ne pense pas que ce soit faisable d'un point de vue investissement pour les collectivités d'avoir un réseau de transport en commun suffisant en périurbain pour répondre à cette demande. Donc la voiture, pour moi, a encore un bel avenir. Sans parler des campagnes ou autres, ou si on n'a pas de voiture, on fait rien. On peut pas faire grand chose. Voilà. Enfin, on peut faire du vélo, c'est sûr, mais bon, quand le carrefour est à 20 km, t'as du mal à ramener tes 100 kilos de course, tes packs d'eau et tes machins, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, pour moi, la voiture,
on lui a sans doute fait trop de place dans les centres-villes dans les années 80 ou 70 ou j'en sais rien. Et il faut sans doute revenir un peu en arrière. Par contre, elle a encore, à mon avis, un bel avenir. Ok. Et justement, l'avenir, toi, tu l'imagines comment pour Gazeltech? C'est quoi à la fois de se développer en France et à l'international, j'imagine? Ouais, tout à fait. Alors, tu parlais d'Afrique, d'Amérique du Sud, c'est là où il y a des enjeux aussi de mobilité dans tous les pays en voie de développement, j'ai envie de dire. Enfin, mais aujourd'hui, le parc automobile mondial va doubler dans les 20 ans qui viennent, a priori, d'après les experts. Et ça, essentiellement dans les pays émergents. C'est-à-dire que en Europe, dans tous les pays, on va dire matures d'un point de vue marché, que ce soit pays occidentaux, en gros, États-Unis, Europe, Japon, tous ces pays-là, le parc automobile va rester stable, voire peut-être légèrement réduire, mais la croissance va se faire dans les pays émergents. Ce qui pose un certain nombre de questions, puisque aujourd'hui, historiquement, les outils de production, donc les usines automobiles, étaient plutôt dans les pays développés. Qui consommaient. Et là, il faut déplacer toutes ces capacités de production vers ces nouveaux marchés. La Chine, les grands constructeurs l'ont fait depuis quelques dizaines d'années. Et maintenant, ça va être l'Afrique, l'Amérique du Sud, et puis une partie de l'Asie également qui se développe à ça. Donc, ça veut dire qu'on va avoir... Il y a toute cette question de déplacer, avec des investissements colossaux, toute cette capacité de production vers ces pays-là. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce que ces marchés sont petits. Typiquement, Côte d'Ivoire, marché du véhicule neuf annuel, 5000 véhicules par an. La moindre usine automobile, c'est pour faire 100 000 véhicules par an, un minimum. Donc, ça veut dire que je vais pas installer une usine en Côte d'Ivoire parce que ça a pas de sens. Mais pourtant, créer de l'emploi local, ça a du sens. Donc, on est un peu prisonnier, encore une fois, de ce modèle industriel hyper centralisé qu'on a développé et qu'on hérite simplement du Fordisme et du Taylorisme qui se sont développés au début du XXe siècle. Carrément. Okay. Donc tout ça pour dire que on va progressivement, nous on propose d'avoir un outil beaucoup plus flexible et qui va permettre justement d'aller démarrer des industries à petite échelle, dans des pays qui aujourd'hui sont en voie de développement et qui n'ont pas aujourd'hui une consommation importante. Et donc l'avenir, comment est-ce qu'on le voit? En fait, l'idée c'est de faire de Gazeltech une plateforme de développement de véhicules. Aujourd'hui, on a développé sur nos fonds propres ce premier véhicule, qui est également une plateforme. Et aujourd'hui, on a des demandes d'adaptation avec des designs différents. Donc, on restyle l'extérieur, on change la motorisation, ou on passe en 4x4, on fait différentes adaptations. Et du coup, on peut faire un véhicule sur mesure pour nos clients. Et après, nos clients à charge, eux, de commercialiser ce véhicule. Et par contre, on leur donne les moyens de le produire chez eux et donc de relocaliser cette valeur ajoutée. Ça, c'est la première étape, c'est de pouvoir fabriquer localement. Après, ce qu'on veut, là où on veut aller, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'on va vouloir également ressourcer localement les pièces qu'on utilise. C'est-à-dire que typiquement, il y a et on essaye toujours de trouver des solutions, de concevoir des pièces qui sont facilement produisibles. Et on a encore quelques pièces mécano-soudées en acier et tout ça. Typiquement, ça c'est des choses simples avec un minimum d'équipement qui peuvent être fabriqués dans des ateliers locaux ou autres. Donc la deuxième étape, c'est d'essayer de ressourcer localement pour stimuler l'industrie locale autour de ces micro-usines. Et la troisième étape, là où on veut vraiment aller à terme, c'est de pouvoir également leur donner la main sur l'adaptation du véhicule aux spécificités locales. Et donc, alors ça se fait pas non plus à l'échelle de chaque ville ou quoi, mais à l'échelle d'un pays ou d'une sous-région de pays, on peut avoir très bien des adaptations spécifiques au véhicule et pourquoi pas créer des bureaux d'études locaux qui vont adapter ce véhicule là. Donc, on est vraiment dans une idée d'avoir en gros une base technologique et d'innovation et de savoir-faire ici en France. On veut également garder ici la fabrication des châssis en composite qui sont brevetés par Gazeltech, mais par contre tout le reste des équipements et de la fabrication doit être au maximum relocalisé sur les territoires
dans lesquelles on aura des micro-usines. Ok, carrément. Et tu parlais justement, on en a parlé il y a un petit peu de temps déjà, mais ce côté mélange aéronautique aussi, parce que donc tu t'es un peu inspiré, si je ne m'abuse, du secteur pour. Oui, en fait aujourd'hui, donc quand j'ai cherché comment on pouvait alléger, changer de matériaux, c'est assez rapidement imposé comme solution. Ouais. Restait à savoir comment arriver à le faire. Une des alternatives qui était intéressante, c'était le composite. Et le composite aujourd'hui est très développé dans l'aéronautique et dans le nautisme. Ouais. Donc dans l'aéro, ils ont poussé très loin la performance, mais avec des coûts qui sont juste hallucinants pour une industrie de masse comme l'automobile. Dans le nautisme, ils ont poussé un peu moins la performance, mais par contre, ils ont eu à cœur de travailler sur la rentabilité. Donc en fait, on a un peu mixé les techniques, les process et les innovations de ces deux domaines pour faire du transfert de technologie vers l'automobile. Okay. Et donc on s'inspire effectivement de l'aéronautique et du nautisme, et le fait d'avoir créé Gazeltech dans cette région précise autour de Bordeaux a beaucoup de sens, parce que justement on est un des hauts lieux du travail du composite avec la région toulousaine, et du coup il y a beaucoup de savoir-faire en local, et moi venant de l'industrie automobile, j'avais peu de connaissances dans les composites, donc ça a été pour moi facile de trouver les bons partenaires et de monter en compétence sur ce truc-là, et de pouvoir constituer une équipe qui est experte sur le sujet. Ok, voilà. Génial. Donc beaucoup d'intérêt d'avoir créé ça à Bordeaux, même si d'un point de vue automobile, c'est pas le haut lieu de l'automobile. Je ne crois pas, non. Ça me dit rien en tout cas. Ok, c'est génial. Un bel écosystème bordelais pour le coup. J'en parle souvent, mais on a vraiment un bel écosystème, quel que soit le secteur, mais dans l'industrie aussi pour le coup. Oui, alors après, ça pour moi c'est quand même un des petits, je dirais, handicaps de la région, c'est qu'on est quand même beaucoup plus orienté tourisme, services, informatique, agricole, quoi, un peu aérospatial, mais c'est pas non plus hyper central dans la part du PIB, on va dire, enfin en tout cas la production de valeur sur le territoire. Et donc pour moi, typiquement, l'écosystème de financement est un peu frileux sur la partie industrielle. Alors, ils sont moins familiers avec ce secteur-là. Exactement. Comparé à des régions comme le Nord, à des régions comme la région lyonnaise ou Paris, où là l'écosystème industriel est vraiment plus important. Et donc typiquement sur des projets tels que le mien, c'est compliqué d'aller mobiliser des financements sur la partie industrielle. Okay. Mais par contre, c'est comment dire, on aspire bien à faire monter cette part. J'espère bien. Parfait, très cool. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui ont envie d'entreprendre ou qui ont cette petite voix dans leur tête qui leur dit vas-y, mais ils osent pas encore? Alors oui, moi alors un qui pousse et un qui retient. Le premier, on peut trouver le juste milieu maintenant, on peut trouver l'équilibre. Croyez en vos rêves et lancez-vous. On a besoin on a besoin d'imaginer des nouvelles solutions et des solutions utiles, que ce soit pour la planète, pour les gens, pour l'inclusion sociale, pour plein de choses. Il y a plein de choses à faire évoluer. Donc lancez-vous, allez-y et croyez en ce que vous faites. Et le deuxième, c'est prévoyez toujours un plan B, un plan C, un plan D. Parce que moi, j'ai toujours eu à aller jusqu'au plan C ou D à chaque fois. Je jamais rien. C'est comment dire, déroulé comme prévu. Donc il faut y aller, et en même temps, il faut être raisonnable et couvrez-vous à titre personnel. Typiquement, pour moi, il y a des choses qui sont hallucinantes et c'est que les chefs d'entreprise bien souvent doivent mettre leur caution personnelle sur des prêts, sur des choses comme ça, qui les mettent en danger à titre personnel, alors qu'ils veulent développer quelque chose à titre professionnel. Et je pense que qu'il est très important de protéger son espace
privé des aléas de l'espace public et on va dire de la partie professionnelle, quoi. Et donc c'est très compliqué à faire, mais essayez toujours de vous protéger à titre personnel pour éviter que ça se transforme en catastrophe si jamais les choses devaient tourner mal, quoi. Ok, ça marche, merci. Voilà. Question toujours de fin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Alors, ce qui m'anime au quotidien, moi, c'est beaucoup ma famille et mes enfants. Ouais. Ça, c'est une super énergie et je pense que sans eux, y compris que ce soit dans les moments durs ou dans les moments bons, rien serait possible. Donc, un grand merci à eux tout d'abord. Et après, ce qui m'anime, c'est le projet de GazelTech, vraiment d'essayer d'aller vers une mobilité plus durable, où on partage la valeur ajoutée et où on respecte la planète, mais où on peut encore se déplacer dans 20 ans. Okay. Donc chacun a son projet et moi j'ai la chance d'avoir pu toujours choisir des jobs qui me plaisaient et c'est une vraie force, c'est aussi un danger parfois parce qu'on a tendance à y passer trop de temps. Mais c'est un vrai plaisir au quotidien et quand on voit les choses se concrétiser, c'est juste fantastique. C'est clair. Il y a quelque chose sur lequel t'aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé, tu te dis ce serait cool d'en parler. Alors on parle quand même du réseau Entreprendre, oui. Avec qui on est en lien pour le coup. Tout à fait. Coucou à Elodie. Et mince, j'ai oublié le prénom. J'ai le nom de famille Afsec. Avec Coralie. J'avais Caroline, mais je savais que c'était pas ça. Ok. Pardon. Et donc à Coralie. Oui, tout à fait. Le réseau Entreprendre, typiquement, c'est pour moi un super outil d'accompagnement des porteurs de projets. Alors certes, il y a une partie financière avec l'accompagnement, l'ouverture de prêts d'honneur. Donc là, typiquement, qui sont très intéressants pour l'entrepreneur parce que en cas d'échec, donc c'est un prêt sur la tête du dirigeant, mais en cas d'échec, il n'a pas à le rembourser. Okay. Donc c'est une sécurité extrêmement intéressante. Mais la vraie valeur ajoutée du réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement du chef d'entreprise et la mise en relation avec tout un tas d'autres chefs d'entreprise qui vont être confrontés à des problématiques semblables ou qui se rapprochent de loin au truc et avec qui on peut échanger très librement. Et ça, pour moi, c'est un vrai atout dans les moments où tout va bien, c'est un vrai atout dans les moments où les choses vont mal. Parce que du coup, ça donne des regards extérieurs et bienveillants sur le projet. Ouais. C'est pas, vous allez pas être confronté qu'à des financeurs qui vous disent bon, c'est quand que tu me rembourses. Vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous proposer des solutions pour aller faire ça. Et voilà. Donc pour moi, le réseau Entreprendre est un super outil et a une vraie place dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des projets, qui soient innovants ou pas d'ailleurs, parce que le projet, le réseau Entreprendre accompagne de tout type d'entreprise, qu'elle soit innovante ou pas, du restaurateur à la start-up comme nous, de l'automobile, quoi. Voilà. Parfait. Donc les réseaux Entreprendre, allez-y, contribuez, et le principe c'est donc que au début vous allez bénéficier donc de cet accompagnement et que par la suite vous essayerez de rendre l'appareil aux nouveaux petits jeunes qui débarquent, et c'est juste une superbe expérience à vivre. Donc c'est pendant 2 ans que tu es accompagné, c'est ça? Donc on est accompagné pendant 2 ans. Ensuite il y a des clubs, là typiquement il y a des clubs innovation qui continuent à mettre les gens en relation. Il y a des repas réguliers mensuels chez les différents membres. Il y a différentes commissions auxquelles on peut participer. Et je crois qu'ils sont en train de réfléchir également à des dispositifs d'accompagnement sur un plus long terme que les 2 ans. Okay. Donc c'est un vrai outil super, quoi. Parfait, génial. Merci beaucoup, Gaël. Eh bien, avec grand plaisir. Merci Théo pour cette interview et cette expérience de podcast. Le plaisir était partagé. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Salut. Merci à tous pour votre écoute. J'ai adoré passer ce moment avec Gaël, un moment où l'on rit beaucoup, on va pas se le cacher. Ce que je trouve impressionnant, c'est sa pugnacité, et je retiens aussi le fait que la vie reste bien faite, parce que 3 jours avant de lâcher le projet, il trouve les bons financements pour continuer, et je trouve ça incroyable. Tout ça pour dire que si ça fait sens pour vous, il faut toujours y croire.
Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous et vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.